Merci Minute en Afrique et dans le monde, mesdames et messieurs, nous y sommes. Bonjour à vous. Alors, comme vous le savez déjà, 2 thèmes seront au menu de ces échanges. Mais avant cette actualité, quand même, le président béninois Patrice Talon qui a effectué une visite de travail au Qatar à l'invitation de l'émir Cheikh Tamim bin Hamad. Cette visite a été marquée par la participation du président Talon en tant qu'invité d'honneur au Qatar Economic Forum 2025, un événement international réunissant des dirigeants politiques et économiques pour discuter des opportunités d'investissement et de coopération. Majeure de ce forum, le Bénin et le Qatar ont signé 6 accords de coopération couvrant divers domaines tels que l'agriculture, l'éducation, le tourisme et la sécurité alimentaire. Alors, nous allons essayer de comprendre un peu les retombées de cette coopération entre le Bénin et le Qatar. Et justement, ce sera avec nos invités, une tête qui a un temps un peu disparu et qui revient sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de cet analyste géopolitique Martial Akwete à ma droite. Bonjour Martial Akwete. Bonjour Maëlle et bonjour à nos téléspectateurs. Ça fait un bon temps, hein? Ah oui, suffisamment. Alors, en face de vous, c'est Gaston Joy Agbo, également analyste géopolitique junior. C'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je démarre par vous déjà pour commencer, Martial Akwete. Le président béninois au Qatar, déjà, quelle lecture faites-vous de cette coopération naissante entre le Bénin et le Qatar? Est-ce qu'il faudra dire qu'il s'agit d'une coopération naissante? Pas forcément, la coopération existe déjà. C'est plutôt une dynamisation de cette coopération, ce qui est dans le cadre des relations diplomatiques entre États quelque chose d'ordinaire. Pour entretenir la relation, il faut effectuer des visites de temps en temps vers notre partenaire et cela permet d'orienter nos lignes sur les différentes questions, les différentes préoccupations, alors que nous savons même que le monde est en plein chamboulement, que ce soit à niveau sécuritaire, niveau économique. Et aujourd'hui, le Qatar se positionne comme un acteur stratégique majeur sur la scène internationale. Nous sommes à l'ère où l'Europe se retrouve dans une difficulté aussi bien au plan sécuritaire ou dans la résolution des difficultés sécuritaires. Nous avons de l'autre côté les États-Unis qui ne sont plus du tout les États-Unis d'il y a 50 années en arrière, et nous avons des conflits, des défis qui apparaissent un peu partout dans le monde. Et face à cet ensemble changeant, le Qatar a fait le choix de se positionner en tant qu'acteur stratégique. On voit des visites, des négociations se dérouler de plus en plus au Qatar. Le Qatar décide de faire de la diplomatie, de la médiation, un outil essentiel de son soft power, ce qui explique justement le fait que le président Patrice Talon puisse effectuer une visite à l'endroit de cet État avec qui nous avons des relations diplomatiques intéressantes, et nous avons des points de coopération qui nécessitent en l'état actuel des choses, des discussions franches entre les deux autorités. Le Bénin se retrouve en chantier et le Bénin peut attendre beaucoup de Qatar, de même que le Qatar à l'endroit du Bénin. Alors, merci à vous, Gaston Joy Agbo. Le Bénin peut attendre beaucoup du Qatar, comme quoi par exemple? Eh bien, comme Monsieur Martial a fini par le dire, le Bénin se retrouve désormais en chantier et j'estime qu'il faut mettre l'accent sur un point essentiel.
c'est la visite qui a été effectuée. Il s'agit d'une visite de travail. Et quand on parle de visite de travail entre deux États, c'est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus précis et on met l'accent essentiellement sur un point donné, sur une question qui est quand même prioritaire pour le pays. Et le Bénin actuellement, je pense que la question essentielle qu'on se pose et qui pourrait être importante pour le Bénin, pour une coopération probable entre le Bénin et le Qatar, c'est bien la conservation de ces arts ou bien de ces éléments historiques que le Bénin a pu rapatrier et qui fait maintenant la fierté du pays. Et donc, la question qui se pose actuellement au Bénin, c'est la conservation de ces éléments, comme je l'avais évoqué. Et donc, il faut bien un partenariat parce que le Bénin n'a pas encore actuellement les moyens ou bien les techniques pour quand même assurer une conservation de ces éléments-là. Et donc, le Qatar vient en renfort. Parce que nous avons vu, par exemple, quand le président était en visite au Qatar, il a visité le musée de Doha qui est en Qatar et nous avons vu les éléments, la manière dont les arts sont conservés là-bas, les techniques qui ont été mises à disposition par l'État du Qatar. Donc je pense que le Bénin a besoin de tout cela et en dehors de cela, il y a d'autres aspects qu'il faut aborder parce que non seulement on a parlé du tourisme, mais on a parlé également par exemple de la recherche scientifique et quand nous mettons cela de côté, il y a l'agriculture et d'autres choses. Et le Qatar a montré, au-delà des hydrocarbures, quand on parle d'hydrocarbures, on parle bien sûr de pétrole et du gaz et bien d'autres choses qui sont liées à ces éléments-là. Donc, en dehors de cela, le Qatar essaie désormais de diversifier son économie et donc c'est dans cette diversification de l'économie que le Qatar a dû commencer par prendre en compte d'autres domaines d'activité et donc je pense que ces domaines d'activité cadrent en quelque sorte avec les domaines qui sont prioritaires pour le Bénin. Merci à vous. Alors, Martial, à côté, le Qatar qui déploie une diplomatie d'influence combinant en même temps investissement et médiation et soft power également. Quoi ce positionnement pourrait-il offrir de réelles perspectives économiques et diplomatiques pour le Bénin? Bien sûr, les opportunités diplomatiques et stratégiques pour le Bénin sont énormes. Vous l'avez dit, le Qatar est un acteur majeur aujourd'hui de sa région, c'est-à-dire du Golfe, des pays du Golfe, et bien sûr une diplomatie qui se déploie au-delà de cette région. Et nous l'avons compris, le Qatar est l'un des États, bien que géographiquement petit, si on peut le dire ainsi, ont quand même une force économique, une puissance économique assez énorme, se classant parmi les top 5 même des grandes puissances économiques du monde. Et donc, quand nous voyons ce Qatar, que nous voyons le Bénin, les choix effectués par le Bénin depuis quelques années déjà, nous trouvons facilement des éléments de cette coopération. Premièrement, le Bénin a fait le choix d'une diplomatie économique. Une diplomatie économique orientée vers la recherche des partenariats qui puissent financer le développement à l'intérieur du pays. Et nous l'avons constaté tout au long du premier mandat et du second mandat même qui est en cours du président Patrice Talon. Des partenariats ont été liés de plus en plus pour faire développer un certain nombre de secteurs d'activité ici. Vous savez, le Qatar a largement avancé dans les domaines de la santé, les domaines de l'éducation. Ce sont des domaines qui ont réussi. Même parlant du domaine de l'armement, on n'en parle pas très souvent, mais le Qatar a une certaine expérience, une certaine expertise dans ces différents domaines qu'il peut mettre à la disposition du Bénin. L'autre élément, c'est l'aspect culturel, bien sûr, de la chose. Vis-à-vis, l'a évoqué tout à l'heure, il y a une science consistant à la conservation des vestiges, des biens culturels. Et le Qatar en a donné l'exemple très souvent. Vous voyez les vestiges des éléments datant du 7e siècle, depuis Mahomet, qui ont été conservés pendant un bon bout de temps, qu'on retrouve aujourd'hui bien, puisque le Bénin est dans une logique
de rapatrier ces objets, ces biens culturels qui vont... Que la position du Bénin vis-à-vis du Qatar aujourd'hui est très très stratégique et pas du tout anodine en fait. Non, c'est pas du tout anodin. D'abord, même il n'y a jamais quelque chose d'assez anodin dans les relations entre États. Comme on le dit, ce sont les intérêts qui rapprochent, oui, qui priment et qui rapprochent les États. Et donc il y a cet intérêt stratégique, culturelle et bien sûr l'élément de la diplomatie. Aujourd'hui, on est bien d'accord que le Qatar semble devenir la Suisse, bien sûr, du 21e siècle, un acteur vers lequel se tournent presque tous les autres acteurs internationaux, que ce soit la Russie, l'Iran, les États-Unis et bien même l'Europe. Et vous devez comprendre qu'il y a des difficultés dans l'espace régional ouest africain et même en Afrique. Le Qatar s'est bien illustré encore dernièrement à travers le rapprochement quand même observé entre le président rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi, alors que ces deux-là ne voulaient pas du tout se voir. Et donc, toute cette diplomatie de médiation, de collaboration inspire certainement le Bénin qui veut se positionner en tant que cet acteur clé dans la région ouest-africaine. Ça a toujours été la vision. Bien sûr qu'une position stratégique prise dans le cadre de la CEDEAO a semblé remettre en cause cet aspect de médiateur du Bénin, et le Togo en a pris le flambeau. Et donc, je pense que le Bénin est dans l'objectif, dans l'optique de reconquérir cette place dans l'espace régional ouest-africain, et cela passe évidemment par l'entretien des relations avec des États qui semblent réussir de plus en plus dans ces différents domaines. Merci à vous. Alors, Gaston Joy Agbo, le Qatar qui se substitue presque à la diplomatie suisse. Alors, cette influence actuellement, particulièrement en Afrique de l'Ouest, sert qui principalement? Le Qatar lui-même ou réellement les pays de l'Afrique de l'Ouest? Alors, je vais commencer déjà par dire que moi, je vois beaucoup plus les choses sur un angle économique, parce que là, tout de suite, je ne vois pas encore l'implication réelle de la diplomatie du Qatar en Afrique de l'Ouest, et je ne vois pas encore là, tout de suite, ce que cela pourrait apporter de façon concrète au Bénin. Et quand nous prenons, par exemple, le plan économique, nous voyons déjà les éléments objectifs qui sont là, qui nous montrent que cette visite entre beaucoup plus dans ce cadre-là. Et nous voyons que la visite entre dans le cadre également du forum économique qui a eu lieu au Qatar et dont le président était l'invité d'honneur. Mais quand nous revenons au Bénin, nous voyons déjà le terrain. Je pense qu'il y a beaucoup plus un environnement économique d'investissement qui a été mis en place par le président de la République. Et quand nous avons l'environnement qui a été mis en place, il faut des investisseurs, des gens qui vont contribuer au développement de cet environnement-là. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens que cette visite a eu lieu. Donc, le Bénin est actuellement à la quête, je vais dire, des investisseurs pour quand même rehausser son niveau économique, parce que nous avons Glo Digbe qui est là, et il y a également énormément de choses qu'il faut faire, même s'il y a quand même des actions qui ont été déjà menées dans ce sens. Et pour rehausser le niveau de l'économie béninoise, je pense que le Qatar est quand même un acteur clé vers lequel le Bénin peut se retourner pour développer son économie, parce que nous voyons l'investissement que les Qataris font dans les autres États. Dernièrement, on a vu le président américain Donald Trump qui était en visite dans cette région-là et qui a signé des accords avec le Qatar qui entrent toujours dans le cadre des investissements. Donc je pense que pour le Bénin, c'est beaucoup plus une stratégie pour avoir un regard du Qatar vers l'environnement économique que le président Patrice Talon a essayé d'installer, d'harmoniser déjà au Bénin pour rendre fluide les investissements au Bénin. Et en dehors de cela, il faut déjà notifier que
Il y a également des collaborations qui peuvent être faites sur le plan des recherches scientifiques parce que le Bénin en a besoin. Il est vrai qu'il y a des efforts qui sont fournis ça et là, mais quand nous prenons le domaine scientifique au Bénin, ce n'est pas encore ça. Mais le Qatar a déjà montré une certaine capacité, une certaine aptitude dans ce domaine-là. Et donc, une collaboration dans ce sens pourrait être très bénéfique pour le Bénin. Et il y a également d'autres aspects qu'on a abordés, l'agriculture et bien d'autres. Donc, je pense que moi, ce qui se passe là actuellement, ce n'est pas forcément déjà la diplomatie qui va être bénéfique pour le Bénin, mais c'est beaucoup plus l'économie. Il est vrai que cela pourrait avoir un rapport avec la diplomatie quand nous voyons la place que le Qatar occupe dans le monde ou l'aspect géopolitique du monde actuellement, mais il faut voir les choses sous l'angle économique. Alors, Marcel, à côté, vous abordez dans le même sens? Oui, si je dois aborder quelque chose et aller dans le sens de mon vis-à-vis, c'est bien ce caractère transactionnel qui caractérise de plus en plus les relations internationales. On veut tout faire passer par la transaction. Je gagne quoi, vous gagnez quoi, et cette idée transactionnelle s'est de plus en plus accentuée depuis l'arrivée du président américain Donald Trump, où nous ne nous retrouvons plus dans une logique de défendre forcément des valeurs ou des principes qui, selon lui, n'ont pas vraiment d'importance face au deal. Et donc, l'on constate cet événement au niveau des États-Unis, au niveau même des Européens qui ont finalement compris que dans le conflit à Gaza, ils sont en train de s'en sortir perdants. Et comment faire pour sauver les meubles? Et donc, tout cela fait en sorte de donner une raison au Qatar. Le Qatar a basé sa diplomatie, son influence, son soft power sur l'aspect économique, sa richesse économique. Et c'est justement pour cela que cette diplomatie fonctionne autant. Vous voyez, justement, je donnais l'exemple tout à l'heure de la RDC et du Rwanda qui, malgré toutes les tentatives de médiation pour ramener les deux chefs d'État à la table de négociation, presque rien n'a marché, mais il suffit d'un coup de fil du Qatar et que cela marche. Cela veut simplement dire que le Congo et le Rwanda ont des intérêts économiques très énormes au niveau du Qatar. Et il en est de même pour le Qatar, l'endroit de ces États, plus quand même quand il s'agit du Qatar. Et donc, quand vous avez ce genre d'investissement et que l'acteur qui favorise ce développement économique vous invite à agir dans un sens donné, vous êtes tenu de le faire, sinon vous aurez certainement des difficultés sur le point des partenariats économiques. Et c'est ce qui fait la force du Qatar aujourd'hui dans ses relations avec tous ses partenaires, les États-Unis, la Russie, l'Iran et ainsi de suite. Alors, dans cette optique, est-ce qu'on peut dire qu'à long terme, les Qatar peuvent réellement, c'est vrai, on a déjà signé 6 accords, mais à long terme, le Qatar peut réellement servir les ambitions du Bénin? Oui, justement, il y a l'autre élément également qui constitue un élément favorable pour la coopération entre le Qatar et les États africains en général. Le Qatar n'imposera plus pas les barrières de respect des principes de la démocratie. Et bien sûr, même si le pays essaie de se moderniser d'une manière donnée, il y a un ensemble d'éléments imposés très souvent par les anciens partenaires et qui aujourd'hui, compte tenu de la nature des relations internationales, n'ont plus de place. Les États se tournent, la plupart des États africains se tournent vers la Russie, vers la Chine, vers l'Iran, vers le Qatar, les pays du Golfe qui n'ont forcément
pas à imposer en termes de démocratie. Et ça, c'est le premier élément qui favorise la coopération entre les deux. Et si le Qatar, dans son ambition de s'imposer comme acteur majeur sur la scène internationale, ne pourrait pas s'allier aux États africains, le Bénin y compris, je pense que cette ambition ne pourra pas être atteinte puisque nous voyons clairement aujourd'hui que l'Afrique est très bien courtisée par toutes les puissances. Vous n'avez qu'à voir le sommet Russie-Afrique, Corée du Sud-Afrique, États-Unis-Afrique, Brésil-Afrique. Tout le monde convoite l'Afrique et c'est le cas du Qatar également. Donc le Qatar ne voudrait en aucun cas manquer l'occasion d'entretenir, de nouer de relations fortes et bénéfiques avec le Bénin et même d'autres États africains. Encore que le Bénin et les États africains se retrouvent dans un contexte où ils sont de plus en plus éveillés. Ils se rendent compte que des partenariats viennent d'un peu partout et que c'est l'occasion de saisir les opportunités comme cela se doit. Et donc c'est là que se trouve le contexte géopolitique et géostratégique favorise le développement de cette relation entre le Qatar et le Bénin. Il faut préciser que le Bénin a pratiquement 5 ambassades en Asie, dont pratiquement 3 au niveau des pays du Golfe. Oui, du Golfe. Donc, c'est tout à fait nécessaire. Il y a également l'aspect historique, culturel lié à la religion parce que il y a un ensemble d'éléments qui montrent que la civilisation africaine et la civilisation des États du Golfe se rejoignent à un moment donné dans l'histoire. Et donc, ce sont des éléments lointains et qui forgent les relations entre ces États. Et le Bénin est un État laïque qui favorise suffisamment toutes les religions, bien sûr, la religion musulmane. Et c'est un ensemble d'éléments qui rend davantage la relation entre le Bénin et le Qatar favorable aussi bien pour le Bénin que pour le Qatar. Vous avez cité là des éléments qu'on aurait bien voulu approfondir, mais le temps joue contre nous. Il y a également un autre sujet qui s'invite sur ce plateau, la guerre en Ukraine. Les négociations russo-occidentales peuvent-elles réussir sans l'ONU? Nous en discutons et justement, Gaston Joy Agbo, plus de 2 ans après le début du conflit russo-ukrainien, l'ONU semble marginalisée dans les grandes tentatives de médiation. Assistons à un affaiblissement structurel du système multilatéral dans ce contexte-ci. Oui, il faut déjà préciser le contexte dans lequel nous sommes. Vous l'avez dit, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et ici, nous parlons des négociations et la place de l'ONU dans ces négociations-là. Je pense qu'il faut déjà clarifier ce qu'est l'ONU dans ce contexte-là. Parce que quand nous parlons des crises, des conflits, et qu'on parle de l'ONU, c'est beaucoup plus du Conseil de sécurité qui est un organe de l'ONU dont on parle souvent dans ce cadre-là. Et ce Conseil a pour objectif principalement la résolution des conflits, des crises et le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Mais quand nous voyons la composition de cet organe-là, de l'ONU, il y a également les grandes puissances du monde qui sont au sein de cet organe de l'ONU, et ces grandes puissances se retrouvent généralement impliquées dans les conflits dont on parle. Quand nous prenons le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et même si nous prenons également le conflit entre Israël et le Hamas, nous voyons une implication, que ça soit directe ou indirecte, des grandes puissances de ces 5-là qui disposent du droit de veto et qui conditionnent l'évolution des activités au sein de ce conseil-là. Et quand nous prenons le conflit russo-ukrainien, il y a la Russie qui est là, qui a un droit de veto. Donc, est-ce que cela pourrait favoriser une implication réelle de l'ONU dans la résolution de ce conflit-là? Je ne pense pas. Et par exemple, si on veut prendre une sanction contre la Russie dans ce conflit-là, la Russie ne se laissera pas faire. Et c'est ce qui empêche généralement l'organisation d'agir, même s'il y a d'autres paramètres qui, au-delà de ces grandes puissances-là,
empêche l'organisation d'agir. Et nous avons vu dans les dernières années l'organisation qui stagne presque ou est quand même je sais pas, n'agit pas pour ce qui est des conflits que nous voyons. Il y a RDC qui est là, il y a Israël et le Hamas, et même s'il y a des actions qui sont menées par certains organes de l'organisation, la résolution même de ces crises ne sont pas encore discutées. Et pour ce qui est des négociations, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Merci à vous, Massial Akwete. Plusieurs médiations parallèles, c'est-à-dire la Chine, la Turquie, le Vatican et même l'Afrique du Sud ont tenté de rétablir le dialogue entre Moscou et les capitales occidentales. Ces initiatives peuvent-elles réellement remplacer l'ONU? Bien sûr, c'est là que je vais Je vais vous faire un briefing sur ce qu'est devenu la diplomatie au XXIe siècle. Nous assistons à une nouvelle forme de diplomatie qui met un peu à mal le système multilatéral que nous avons connu et qui a fonctionné jusque-là. L'aspect multilatéral, le multilatéralisme dans la résolution des conflits de par l'histoire a été effectif ou n'est effectif que lorsque les États qui composent ces organisations internationales se mettent d'accord pour résoudre les difficultés. Et donc, si ces États ne donnent pas le mandat à l'organisation de faire quelque chose, techniquement, l'organisation ne peut rien faire. Ça fait pas, c'est l'un des principes du réalisme des relations internationales. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous avons vu que les techniciens de la diplomatie, que sont les diplomates bien impliqués dans les relations internationales, se retrouvent aujourd'hui en quelque peu en marge des négociations. Aujourd'hui, ces diplomates que l'on voyait entre-temps travailler directement, négocier les accords directement de technicien à technicien, donnent place à des négociations entre des chefs d'État. Aujourd'hui, les sommets se déroulent entre chefs d'État et les chefs d'État qui négocient directement. Ces chefs d'État ne sont pas forcément des techniciens, des diplomates, mais il y a cet élément-là que l'on prend, que la diplomatie du XXIe siècle est en train de nous initier. Et quand nous prenons l'ensemble de ces éléments et nous voulons évaluer l'effectivité de l'ONU face à cette situation, nous nous rendons compte que la nouvelle donne demande à ce que, en tout cas quand il s'agit des questions de résolution de conflits, il faut carrément se remettre aux États, surtout la nature des conflits. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'on estime, l'on voit visiblement que ce n'est qu'un conflit entre plutôt deux clans, la Russie de l'autre côté et le camp occidental de l'autre côté. Encore que depuis que l'arrivée de Donald Trump a été constatée, la question du camp occidental est à remettre en cause parce que Donald Trump ne s'aligne pas avec les Européens dans la résolution de ce conflit. Donc il y a déjà cette fragmentation que l'on arrive à observer à ce niveau. Et de l'autre côté de Gaza, les grandes puissances se retrouvent pleinement impliquées dans le conflit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre concrètement ces affaires? Est-ce que l'ONU pourrait encore avoir l'énergie d'entretemps de résoudre ces difficultés? Je ne pense pas. Et des éléments objectifs ne nous permettent pas de le faire, car les seules conditions dans lesquelles l'ONU s'est retrouvée à être très opérationnelle, c'est bien sûr quand les États-Unis tapaient du poing sur la table. C'était quand l'organisation pourrait agir dans un contexte où presque tous les autres États membres du Conseil de sécurité sont affaiblis, ne pourraient pas réagir aux demandes des États-Unis. C'est bien là l'organisation fonctionnelle. J'aimerais bien vous poser cette question qui m'est importante avant la fin. L'absence de l'ONU dans une éventuelle solution négociée en Ukraine signerait-elle la fin du droit international tel que défini après 1945? Justement, le droit international est en crise. Quand vous voyez un président américain, Donald Trump, qui s'élève et qui impose une série de tasses alors que l'OMC, tout ce qui va avec, refuse que ce
cela soit pris en compte. Quand vous voyez des États agir aujourd'hui plus facilement en violant les normes internationales, on comprend clairement que le droit international est en crise. Il y a beaucoup plus une prédomination des relations internationales sur le droit international, les relations internationales qui ne sont basées que sur des intérêts et sur rien d'autre. Et donc, si nous voyons les choses sous cet angle, nous nous rendons compte que aujourd'hui, il est important de veiller à la réforme du Conseil de sécurité. C'est pas moi qui le dis forcément. Même des acteurs au sein de ce Conseil invitent invitent à des réformes aussi essentielles et importantes pour redynamiser l'action de l'ONU. Cependant, l'action de l'ONU dans les questions humanitaires, dans les questions sociales, n'est pas du tout affectée. C'est surtout la résolution directe et pratique des conflits qui se retrouvent un peu partout dans le monde qui rendent la tâche difficile. Mais tous les autres aspects sont abordés par l'organisation. Merci à vous. Un mot rapidement. Oui, j'aimerais rappeler que l'implication de l'ONU, si cela devrait être effectif, cela doit être lié à ce qui doit être négocié entre les deux parties. Et quand nous voyons la Russie et l'Ukraine actuellement, ce que les deux parties réclament pour les négociations, je ne pense pas qu'une implication de l'ONU soit essentielle ou nécessaire dans la résolution. Quand nous voyons la Russie qui réclame la signature des accords avant d'aller à un éventuel cessez-le-feu et l'Ukraine de l'autre côté qui parle de cessez-le-feu avant d'aller à la signature des accords, et également il y a la Russie qui invite les autres États à laisser les négociations pour que les négociations soient exclusives entre la Russie et l'Ukraine. Donc une implication de l'ONU n'est pas objectivement à constater dans ce conflit-là. Le temps qui nous est donné est parti, mais nous allons suivre de près, Martial Akuete, les évolutions des relations entre le Qatar et le Bénin. Peut-être y revenir plus profondément dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Merci à nos invités. Je rappelle Martial Akuete, analyste géopolitique. En face de lui, Gaston Joy Agbo, également analyste géopolitique. On va se donner rendez-vous le dimanche prochain pour un nouveau numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Pour le moment, on cède l'antenne pour la suite de Dimanche c'est politique.